Écoute Isabelle, moi je suis très très heureux de te recevoir sur la chaîne du Tarot Réaliste. Merci, moi aussi, ça me fait bien plaisir. Je m'appelle Isabelle Nadolny, je suis née dans le nord de la France en 1971. J'ai fait des études d'histoire, j'étais spécialisée dans l'histoire des livres anciens. J'ai fait mon DEA à Paris-Sorbonne après être allée à Lille. Et j'ai fait des études d'histoire et de livres anciens. J'étudiais les livres religieux anciens parce que j'avais envie de mieux comprendre, de mieux savoir ce que les gens avaient dans leur âme, en quoi ils croyaient vraiment. Par la suite, je suis entrée à la Bibliothèque nationale comme bibliothécaire et donc ça m'a donné accès à tout un tas de documents. Donc à côté de ça, j'ai commencé à faire du tarot en 2009, un peu par hasard. Mon frère tirait les cartes. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne tirerais pas les cartes moi aussi? Je suis entrée dans une librairie ésotérique, j'ai acheté un tarot de Marseille, vu que ça me semblait être la référence commune pour commencer. Voilà, exactement, c'était ce jeu-là. Ça a ouvert la boîte de Pandore de tout un tas de choses, remise en question personnelle, études sur soi, parce que quand on tire les cartes, ça, moi forcément, je me posais des questions, c'est-à-dire l'avenir est-il écrit, n'est-il pas écrit, qu'est-ce que le destin? Je lisais dans certains livres, vous n'êtes pas qui vous croyez être, l'ego est un mensonge, le mental n'est qu'une rumination, les pensées n'existent pas. Je dis oh là 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 là, et ça m'a ouvert vraiment un champ incroyable de recherche personnelle. Et à côté de ça, en tant qu'historienne de formation, je me suis dit tout de suite, mais d'où vient ce jeu de cartes qui a l'air bien ancien? Et en même temps, quand je lisais des choses du style, oui, il est ancien, il date de l'Antiquité, il date de l'Égypte, il est né dans un temple où des sages ont décidé de graver sur ces lames sacrées le savoir ancestral de la sagesse de toutes sortes, de toutes choses qui permet d'atteindre l'illumination. Je disais, oh, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas parce que les papes n'existaient pas dans l'Antiquité. Enfin, moi, j'ai un esprit pragmatique quand même. Ça fait un peu, je sais pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, je suis allée voir. Je suis rentrée à nouveau dans une librairie ésotérique. Je leur ai demandé, vous n'auriez pas un livre sur l'histoire du tarot? Puis le mec m'a regardé. Ah non, ça n'existe pas. Je suis comment ça n'existe pas? Mais c'est pas possible. Donc, ça a commencé comme ça. Et à côté de ça, à partir de 2013, j'ai commencé à faire du théâtre de manière très approfondie et j'ai retrouvé une passion que j'avais dans ma jeunesse. Quand j'étais jeune, dans les années 80, enfin quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais de l'art lyrique, je faisais de la comédie musicale. Donc en 2013, j'ai renoué avec la scène et j'ai après développé l'art du conte avec Peter Tournier notamment, qui tient aujourd'hui un institut, une école qui s'appelle l'Intercultural Method, c'est-à-dire une méthode de pratique artistique et théâtrale fondée sur des pratiques qui peuvent être asiatiques, africaines. Enfin, j'ai beaucoup appris avec les conteurs africains notamment. Et lui, il a intégré tout ça avec sa propre pratique pour offrir aux gens quelque chose de très aligné sur soi, de très ancré, de très incarné, qui permet vraiment de laisser jaillir une création. Et donc, avec ça, je suis devenue conteuse et j'ai fait aussi des stages avec Henri Gougaud notamment, et ce qui m'a permis d'explorer l'univers des mythes, contes et légendes. Et j'ai très vite fait des liens avec le tarot, même si là, les historiens traditionnels diraient oh, c'est pas parce qu'il y a des ermites dans les contes et légendes que c'est la même chose que l'ermite qui est dans le tarot. Je suis bien d'accord. Enfin, il y a pas de lien direct, mais par contre, il y a une image commune qui est très riche et qui rejaillit dans les cartes et dans les contes. Et donc, j'ai voulu faire des liens aussi avec les deux. Je m'amuse à explorer les cartes en contant des histoires. C'est merveilleux. En fait, rien qu'avec là ce que tu viens de nous dire, tu m'as inspiré. Moi, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. Merci beaucoup pour cette présentation qui, je pense, est assez exhaustive finalement. Tu en as dit beaucoup de toi, autant je pense de ta personnalité que des activités que tu pratiques. Et je voulais du coup peut-être mettre en exergue deux points, deux, trois points que je retiens là de cette présentation. Alors, j'ai essayé de moi de voir depuis quelques années tout ce que je pouvais voir de toi sur Internet. Donc, je t'ai beaucoup entendu aussi à l'oral. Et je crois là me souvenir t'avoir déjà entendu dire que ta thèse portait sur les études religieuses aussi. Je ne me trompe pas, non? Je suis allée jusqu'au DEA. J'ai Et pas fait la voilà. thèse parce que je commençais à me dire, pour trouver du travail en étant spécialiste des livres religieux sous l'Ancien Régime français, ça va être compliqué. Voilà, c'était ça.
ton débat Donc, portait sur je me ça. suis arrêtée après le DEA. Oui, le point sur lequel je voulais en venir, c'est ce travail. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il compte finalement par rapport à ton étude actuelle du tarot. Parce Ah que oui. sans doute que ta formation d'historienne et cette spécialisation autour des études religieuses lors de ton DEA et sous l'Ancien Régime t'a permis en fait de travailler au contexte. Et tu vois, après, tu le dis, tu entres dans une librairie ésotérique, tu vois un tarot, tu vois tout à coup un ermite, des papes, tu entends ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme le mythe moderne du tarot de l'origine égyptienne, tu entends ça, il aurait une origine égyptienne, et tout de suite, tu te fais comme réflexion, il n'y avait pas de pape en Égypte. Non, Et bah c'était non. juste pour faire, voilà, pour montrer une articulation qui peut paraître simple, mais qui en fait, pour moi, est fondamentale aujourd'hui quand on étudie le tarot. Et cette articulation, toi, elle a eu lieu naturellement parce que tu as eu une formation d'historienne et tu as tout de suite eu, tu vois, une espèce de réflexion de contexte. Oula, mais il faut quand même contextualiser. Le pape, voilà, c'est une entité religieuse qui correspond à une religion donnée, une époque, etc. Et l'Égypte n'est pas là-dedans. Et je voulais juste mettre ça en exergue parce que pour tous ceux qui commencent le tarot, qui débutent ou qui nous entendent et qui sont un petit peu perdus parce qu'aujourd'hui il y a plein de voies de tarot différentes et tout, je trouvais que montrer cette articulation quant à l'étude historique et pragmatique du tarot, c'était intéressant. Bah, ce qui est vrai, c'est que je me suis servi des méthodes que j'ai étudiées à l'université. La maîtrise, le DEA, on nous apprend à faire des recherches d'une manière pragmatique, exhaustive. Enfin, exhaustive, oui, une thèse, c'est censé être exhaustif sur un sujet donné. Mais en tout cas, j'ai conservé des méthodes qui m'ont bien servi. Une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé à étudier l'histoire du tarot, c'est à faire une bibliographie complète, une des plus exhaustives que j'ai pu trouver. Parce que du coup, enfin, quand ce libraire m'a dit il n'y a rien sur l'histoire du tarot, je suis allée voir dans le catalogue de la Bibliothèque nationale où je travaillais. J'ai fait un beau rêve à cette époque. Je rêvais que j'étais dans la librairie de la BNF et je feuilletais des tas de livres où il y avait des belles cartes anciennes que je n'avais jamais vues de ma vie, avec des dames du Moyen Âge, avec des oiseaux, avec des chiens, puis je voyais que les cartes s'envolaient dans l'air. Ce rêve était magnifique. Et je vais à la caisse de la librairie et la libraire me dit, Isabelle, si tu veux écrire un livre sur l'histoire du tarot, c'est maintenant. Il faut le faire maintenant. Fais-le maintenant. Je me réveille, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et dans le rêve, je me souviens très bien que j'avais vu une carte. Je me suis dit, j'ai déjà vu cette carte quelque part. Je vais dans une boîte à cartes postales où j'ai plein de vieilles cartes postales. Et il y avait le pendu du tarot de Charles VI qu'on a à la BNF. Ce beau tarot enluminé, je dis, waouh, mais c'est le pendu du tarot. Puis je regarde tarot de Charles VI, puis hop, ça a ouvert. J'ai commencé à regarder dans le catalogue de la bibliothèque qu'est-ce qu'on avait. C'est là que j'ai découvert évidemment qu'il y avait des livres sur l'histoire du tarot, mais des livres écrits par des spécialistes, des universitaires, des historiens, et donc complètement inconnus du grand public. Je me suis dit, mais il y a une mine là. Et donc, ça a commencé comme ça, avec ce beau rêve, avec ces recherches. Et après, il y a eu un tarologue qui est réputé à Paris et même en France maintenant, qui s'appelle Florian Paris, qui m'a gracieusement invité à faire un petit atelier sur l'histoire du tarot auprès de ses élèves et qui après m'a présenté à son éditeur. Il savait que l'éditeur cherchait quelqu'un pour faire l'histoire du tarot. Donc, il m'a présenté. Donc, c'est aussi grâce à cette personne que je remercie encore aujourd'hui que j'ai pu écrire ce livre. Et après, Magnifique. ça s'est enchaîné. Après, j'ai commencé à faire des recherches plus approfondies et puis je m'y suis mise pour le premier. Et puis, bon, le deuxième, c'est une immense aventure. Je suis allée encore beaucoup plus loin, mais bon, on en reparlera. Évidemment, ton premier livre, Histoire du tarot, que j'ai là. Ce livre, pour le monde francophone, compte énormément, puisque s'il y a eu, disons, deux précédents sur l'histoire du tarot pour le monde francophone de Thierry de Police, un en 1984, le livre Tarot, Jeux et Magie, et un en 2013, le Tarot révélé. Malheureusement pour le grand public, ces deux livres de Thierry de Police, à l'époque, étaient difficiles à trouver. Et le Tarot révélé, on n'arrive même plus vraiment à le trouver, à le commander en livre. À chaque fois que j'en parle, moi, dans mes conférences, à mes étudiants, au public qui chatte dans les commentaires, les gens me disent, mais c'est bien beau, Simon, mais
le livre de Thierry de Police, on ne le trouve pas. Alors par chance, aujourd'hui avec Internet, vous pourrez trouver son premier Tarot, Jeux et Magie, qui est le catalogue d'une exposition très importante dans l'histoire du tarot. Vous pourrez le Mm. trouver en PDF, mais pourquoi je dis que le livre que je tiens en main compte énormément pour le monde francophone notamment, ben, c'est parce qu'en fait c'est la première fois qu'un livre à la fois savant et de vulgarisation paraît et donc est à la disposition d'un très large public. Et quiconque veut le commander peut l'acheter et peut avoir à sa disposition tout à coup des images en haute définition, des illustrations, des tarots et toutes les recherches que tu as faites. Et donc, c'est quand même important de le dire parce que l'époque à laquelle toi tu as ton rêve, ben, et toi-même t'as pas encore sorti ton bouquin. Et donc en effet, si tu t'adresses à quelqu'un, quiconque, même quelqu'un qui est spécialisé dans la tarologie, un bibliothécaire ou un tarologue qui a pignon sur rue, ben, tout le monde te dira non, il n'y a pas d'histoire du tarot parce que ces gens-là ne connaissaient pas l'histoire du tarot à cette époque. Et on parle Mm. juste de 2013. On parle Mm. juste de il y a 10 ans. Et donc Oui, c'est vrai. c'est une situation qui est quand même assez incroyable. Ça s'est développé très vite, enfin c'est très récent. Là, je m'aperçois que de plus en plus de gens sont intéressés par ça. D'ailleurs, j'avoue que moi, c'est mon ouvrage, oui, c'est de la vulgarisation historique, c'est-à-dire je suis allée chercher les tarots des historiens pour le rendre accessible au grand public, mais avec une rigueur. J'ai pas fait un travail d'historienne pure. Si j'étais devant un prof d'université, il me dirait que c'est pas ça parce que j'ai pas été chercher dans les sources, pas beaucoup. Voilà, j'ai pas été voir les manuscrits italiens du XVe siècle vu que je ne maîtrise pas le latin ou l'italien ancien ni la paléographie. Donc il y a des choses que j'ai pas pu faire. Après, je verrai, je vais sûrement sortir un autre ouvrage un de ces jours sur la cartomancie. Et là, j'avais envie d'aller étudier, chercher les vieux bouquins de cartomancie de la BNF oubliés de tous et m'amuser à faire les vieux tirages. Je m'étais tellement amusée à faire les tirages que j'ai trouvés dans le bouquin de Courte de Guéblin et ceux d'Aliette que j'ai envie de continuer un peu ça. Donc ça peut être un travail plus près des sources d'ailleurs et un travail critique des sources. Donc ça, je crois que je le ferai plus tard. Oui, complètement. Quand tu parles de sources, ici, il faut qu'on entende de archives, en fait, pour nous, hein. C'est ça, documents Archives, d'archives, manuscrits, autographes. C'est ça. manuscrits, livres imprimés, ça peut être des livres imprimés anciens, Ouais. gravures, etc. Disons que c'est essentiel pour faire de l'histoire. En même temps, j'ai envie de dire très vite, attention, parce qu'il y en a qui utilisent ces sources anciennes pour étayer leur point de vue, c'est-à-dire ils vont balancer une idée, un point de vue, et vont chercher tout ce qui dans le passé pourra servir à argumenter leur point de vue. Et donc là, pour moi, ça, c'est pas du travail historique. Le travail historique, c'est la règle de base, c'est se poser un questionnement. Je dis dans mon livre, là, quel est le jeu que je tiens dans les mains et pas de dire ce jeu que je tiens dans les mains, je veux absolument prouver qu'il a été créé par des mages dans un temple ou par Marcille Ficin ou par je ne sais pas qui, et chercher toutes les preuves possibles pour dire ça. Non, il faut dire quel est ce jeu que j'ai dans les mains, chercher tout ce que je peux trouver sur ce jeu que j'ai dans les mains, et après je tire ma conclusion après avoir dépouillé tout ce que je peux trouver, et pas l'inverse. Et si Et ma conclusion me déplaît, j'accepte et ça me déplaît, voilà. mais c'est la vie. Voilà, moi, quelque part, c'est aussi un point de vue que j'ai. Je me fous complètement de savoir si le tarot a été créé par Marcille Ficin ou des mages dans un temple ou je ne sais pas qui d'autre, dans le sens où je ne tiens pas du tout à une idée pour laquelle je suis prête à mourir. Je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et si elle n'existe pas dans le sens où si la seule vérité possible, c'est de dire pour l'instant on ne connaît pas l'auteur du tarot et on ne connaît pas l'auteur du tarot de Marseille, il faut s'en contenter, c'est tout. Il n'y a pas eu de document découvert à l'heure actuelle d'un quelconque créateur de jeux de cartes qui a dit moi j'ai créé ce jeu avec telles images dessus dans tel but. Ce document n'existe pas. Non. À partir de là, voilà, c'est ça la réalité historique et il faut l'admettre. On aime tellement ce tarot de Marseille qu'on a envie de lui trouver des choses fabuleuses, des racines fabuleuses, mais ça me rend triste parce que ce n'est pas lui rendre hommage, ce n'est pas lui faire honneur que d'inventer dessus n'importe quelle histoire. Et je suis d'autant plus triste qu'avec les recherches historiques qui ont progressé et la vulgarisation historique qui a progressé, bon, il y a mon bouquin, bon, il y a aussi Internet, il y a aussi la mise en ligne dans Gallica, les anciennes cartes de tarot. Il y a d'excellents sites Internet qui parlent de l'histoire du tarot, bon, plus en langue étrangère, mais bref. Mais ces progrès,
du coup, réussissent à dézinguer des anciens mythes. C'est vrai que le tarot égyptien, c'est de moins en moins à la mode quand même. Et à côté de ça, du coup, il y a des nouveaux mythes qui arrivent. Allez, du coup, comme on dit que c'est avéré que le tarot est né en Italie au XVe siècle, on va raconter que dans l'Italie du XVe siècle, il y a eu d'immenses bûchers où on a brûlé tous les tarots. Et puis, du coup, le tarot a survécu parce que dans un puits, on a trouvé un tarot caché. Alors oui, il existe un tarot qui a été retrouvé dans un puits, mais il y avait que 6 cartes retrouvées. Donc, pour recréer un tarot avec ça, ça colle pas. Et puis non, d'un autre côté, il y aurait des soldats qui auraient mis les bois à graver des cartes dans leur sacoche, qui se seraient rendus en France et le tarot serait rené. Et au-delà de ça, j'ai même envie de dire un peu de bon sens. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas bien l'Église, l'histoire de l'Église et tout, on pourrait peut-être se dire que l'Église au XVe siècle avait autre chose à foutre que d'envoyer des émissaires dans toute la chrétienté pour frapper aux portes de toutes les maisons, pour aller chercher les jeux de cartes dans les tiroirs pour les brûler. D'ailleurs, c'était impossible à faire. Un si petit paquet, les amis, comment Voilà. vous voulez, on les cache et vous rentrez chez quelqu'un, si la personne elle a caché son jeu de tarot que vous voulez détruire, vous allez faire quoi? Casser toute la maison pour le retrouver le petit objet? Et les gens achetaient régulièrement, les joueurs en achetaient régulièrement des jeux de tarot parce que il faut se souvenir que bien que ce soit un jeu symbolique et méditatif, ça a toujours été aussi un jeu de cartes. Quand vous manipulez les cartes, ça a toujours été comme ça dans toute l'histoire des cartes, les amis. Vous manipulez les cartes et au fur et à mesure, eh bien, elles s'esquintent. Et vous savez très bien, si vous jouez au poker ou à n'importe quel jeu de cartes, que s'il y a une égratignure derrière une carte ou qu'il y en a une qui est usée, vous pouvez comprendre le jeu de l'autre et vous dire, ah bah tiens, il a le 8 d'atout, ça fausse tout. Donc les joueurs de tarot, dès que les jeux ils étaient abîmés, ils les jetaient, ils en rachetaient. Donc comme, comme tu le dis, Isabelle, ça n'a aucun sens d'imaginer que l'Inquisition ou une autre institution ecclésiastique ait eu envie dans toute la chrétienté de détruire Non. tous les jeux de tarot, tous les exemplaires, mais il y en avait partout. On retrouve encore même aujourd'hui des fois dans le livre d'une bibliothèque particulière des cartes de tarot qui ont été insérées dans des pages, des tarots qui étaient cachés sous je sais pas quoi. Il y avait des paquets de tarots usés qui servaient à caler des livres dans les bibliothèques au 18e et au 19e. Comment Non. vous allez détruire tous les paquets? Mais bon, je te laisse continuer sur ce mythe contemporain qui, je voulais t'interroger dessus parce que moi, je l'entends en ce moment, mais je n'ai aucune idée Oui. pourquoi qu'il revient. Alors Il se qu'il avait répand, j'ai disparu l'impression. et ça revient. Et les gens Il, se remettent à dire ça. il se répand. Déjà, on peut rajouter en plus que les premiers tarots enluminés italiens à la feuille d'or, les grands seigneurs, les princes n'auraient pas laissé des moines venir dans leur château pour s'en saisir, pour les cramer. Je dis ça en passant, parce qu'ils étaient en plus jaloux de leur pouvoir. Enfin, alors, c'est toujours pareil avec certains mythes. C'est-à-dire, effectivement, l'Église aimait pas trop les jeux de cartes et elle aimait pas trop les pratiques divinatoires, ça c'est vrai. D'un autre côté, entre ça et affirmer qu'elle a brûlé tous les jeux de cartes, mais c'est déjà là, il n'y a aucune trace. Et elle n'aimait pas les jeux de cartes dans le sens où elle estimait que cela distrayait les honnêtes gens de leur honnête labeur. Enfin, les jeux de cartes ont toujours fait partie de la vie des hommes depuis leur existence. L'Église n'a pas passé son temps à les persécuter et les brûler. J'ai même entendu un tarologue raconter que il y avait des tarots enfermés au Vatican. Enfin, c'est pardon, je m'étouffe. Tu t'en es Et tout. c'est, Oui, oui, c'est, c'est vrai c'est, qu'en fait, pour moi, ce que tu fais, c'est important. Tu fais un distinguo entre la position de l'Église à travers les siècles par rapport aux jeux de cartes et au tarot, qui, il est vrai, l'Église avait une position de condamnation, puisqu'elle n'aimait pas les jeux de hasard et que les cartes en faisaient partie. Et on peut le trouver dans les archives. Si vous avez le livre de Police, mais chez les historiens du tarot italien, chez Franco Paratesi, Andrea Vitali, vous pourrez trouver des archives comme ça de prêtres qui en fait condamnent les jeux de cartes, condamnent le tarot, oui, condamnent les jeux de dés, parce que ce sont des jeux de hasard, les joueurs jouent de l'argent, donc après ils s'endettent et ils n'ont pas l'argent, donc après ils se font assassiner, ils se battent, bon, etc. Ça trouble à l'ordre public pour l'Église. Mais tu mais fais un c'est ça, distinguo entre c'est. ça et Mm. le mythe qui voudrait qu'en fait, du coup, l'Église aurait essayé d'orchestrer des autodafés à l'échelle de l'Europe, ce qui n'a aucun sens, quoi. Non, ça n'a aucun sens. Et puis l'Église condamnait les jeux de cartes comme elle condamnait la boisson ou la fornication. C'est-à-dire, c'est genre, c'est mal. Mais bon, ils n'allaient pas commencer à condamner les joueurs.
les fabricants cartiers pouvaient prospérer, ils en ont vendu des milliers et des milliers de cartes. Donc, il faut arrêter avec ça. Et quant au tarot lui-même, qui serait condamné en tant qu'objet de connaissance occulte qui échapperait au dogme chrétien ou je sais pas quoi. Enfin, c'est faux. Il n'y a aucune trace historique de quelconque censure ecclésiale par rapport au jeu de tarot et par rapport aux images qu'il porte. Parce que pourquoi? Ça, c'est pareil, je l'ai découvert. Enfin bon, les historiens des cartes à jouer le savent depuis longtemps, mais le fait que le tarot soit devenu un objet occulte, c'est seulement depuis le XVIIIe siècle, c'est seulement depuis 1781 où un personnage, un franc-maçon, qui a écrit une gigantesque encyclopédie de plusieurs milliers de pages, Le Monde primitif. Ça me fait rire, il est mort d'épuisement après, d'après ce que j'avais Oui, lu. complètement. Oui, oui, oui. Et donc, c'est Mais à partir il de voulait lui. concurrencer l'encyclopédie tout Oui, seul. c'est ça. Il Ah, voulait donner un autre mode d'accès à la connaissance. Et c'est intéressant parce que c'est exactement la cassure qui va s'opérer après entre le monde scientifique rationnel, c'est-à-dire le monde des encyclopédistes, et le monde de Courte de Guesblen qui ouvre la porte après à tout le monde de l'occultisme au XIXe siècle, avec l'idée de chercher un savoir primitif, le monde primitif qui serait perdu. Et le tarot ferait partie de ça, c'est-à-dire on va rechercher dans le tarot un savoir primitif qui serait perdu. C'est même un mythe qui remonte pas jusqu'au Moyen Âge, mais au Moyen Âge, il y avait déjà l'idée d'un monde primitif, ancien, un âge d'or, une époque révolue, quelque chose de lointain, de beau, de lumineux. Et ça, après, ça va se déployer au XIXe siècle, avec en plus une opposition à la société industrielle, c'est-à-dire cette société industrielle qui broie les gens, qui est vraiment pas sexy quand même, comme le matérialisme, l'athéisme qui se répandent, c'est des manières de penser qui forcément ne plaisent pas à tous. À côté de ça, la pratique catholique traditionnelle. Donc tout l'univers occulte va se développer avec l'idée de retrouver une magie originelle, un savoir perdu. Donc c'est en soi très intéressant. Donc je pense que c'est bien d'en parler et de faire l'histoire de ces mouvements-là. Mais c'est pas eux qui disent entre guillemets la vérité sur le tarot. Ils donnent leur point de vue sur le tarot et puis c'est tout. Et cette césure existe encore jusqu'à aujourd'hui avec cette idée de retrouver quelque chose de primitif, de perdu. Et je pense qu'aujourd'hui on aurait intérêt. D'ailleurs ça commence à arriver, mais l'idée un peu de réconcilier les deux, c'est-à-dire d'un côté il y aurait la société matérialiste, capitaliste, athée, etc. D'un autre côté les doux rêveurs qui pensent qu'il y a un savoir primitif perdu, ben, on peut peut-être faire preuve de pragmatisme, dire oui, ben, le tarot est apparu au XVe siècle, dans les cartes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dire voilà, ces choses sont connues, sont avérées, c'est passionnant. Ça n'empêche pas de tirer les cartes, ça n'empêche pas de faire de la méditation sur le tarot, ça n'empêche pas de faire tout ce qu'on veut. Et les deux peuvent très bien cohabiter. C'est pas Mais oui, nécessaire mais qu'il y ait une confrontation. Et ça gagnerait, je pense, parce que là, j'étais contente parce que on vient de m'interviewer. C'est une journaliste de Ouest France qui m'a interviewé pour un site internet consacré aux livres et à la culture en général. Enfin, j'ai eu deux interviews comme ça ce mois-ci. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que je me dis, si enfin ça peut faire sortir le tarot, la pratique du tarot un peu hors des ornières occultistes qui n'ont rarement été prises au sérieux, ce serait génial. Et même l'occultisme en tant que tel, comment dirais-je, toutes ces pratiques, même le chamanisme, le shiatsu, les médecines traditionnelles, etc., sont encore tellement décriées. Mais pourquoi? C'est peut-être parce qu'il y a eu trop longtemps des individus qui ont raconté n'importe quoi là-dessus, et que s'il y avait des choses plus sérieuses qui étaient dites, si on était plus exigeant sur les connaissances qui entourent ces sujets et ces pratiques, elles seraient mieux vues. Donc c'est bien de continuer à en parler, et à en parler bien. oui, mais Après, bon, je dis pas qu'il faut tu prétendre détenir la vérité, c'est pas ça, mais au moins en parler en sachant de quoi on parle. Moi j'ai entendu il y a pas longtemps, enfin c'est sur une chaîne YouTube qui parlait de tarot, enfin une chaîne un peu générale sur spiritualité machin, la tarologue qui fait ça depuis 30 ans, qui sortait que le tarot, on avait trouvé des traces dans les grottes préhistoriques, mais c'est pas vrai quoi. Après ça, faut pas s'étonner que tout le monde se marre, et que personne prendra ça au sérieux. Enfin, Ah bah bien sûr. Mais bon, là, tu prêches un convaincu, donc tu peux me parler comme ça pendant des heures. Moi, c'est une douce musique hein, pour moi.